Bonjour à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors pendant 1 heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler de choix électoraux, de limites de Bruxelles, ses communes et sa région, de salon de l'auto aussi, et on va parler évidemment de manifs de jeunes. Mais tout d'abord, j'aimerais faire un 10-year challenge avec nos experts. Aujourd'hui, ils sont 4 experts et on va voir, Christophe Ginisti, par exemple, vous, le communicant, comment vous étiez il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous étiez à Paris. Oui, j'étais à Paris et sans barbe. On peut voir sur la photo que, en fait, la capillarité a baissé, tombé. Oui, c'est ça. Qu'il y en avait un peu de au-dessus. haut en bas. Voilà, de haut en bas. Voilà, maintenant, vous êtes à Bruxelles. Alors vous, Issa Nawash, vous êtes aujourd'hui une des animatrices de l'épicerie, notamment. Mais il y a 10 ans, vous étiez étudiante. Vous quittiez, en fait, les bancs de l'UNIF. Ouais. Voilà, donc ça c'était il y a 10 ans. Alors vous, Karim Fadoul, non, vous ne craignez rien du tout, parce que vous avez dit que vous ne vouliez pas jouer dans ce challenge. Je ne suis pas très challenge, même que ce soit le challenge Ice Bucket Challenge ou ce que vous voulez, le Dele Ali Challenge. Non, je ne suis pas très challenge sur les réseaux sociaux. Mais vous avez le droit à l'oubli, tout à fait. Oui, mais on peut rassurer les téléspectateurs. Oui. Il y a 10 ans, j'avais déjà pas de cheveux. Donc, voilà. Et c'est vrai, tu n'as pas envoyé de photo? Non. Alors, Aurore Pénois, vous, journaliste à vivre ici, vous, on a trouvé une photo, mais un peu plus ancienne qu'il y a 10 ans. Oui. C'est parce que le tiroir n'était pas bien rangé, sans doute. C'est ça. Et on voit déjà les fleurs. Voilà. Elle a 16 ans. Mais oui, elle a 16 ans aujourd'hui. Et alors, évidemment, moi aussi. Moi, j'ai à peu près, c'était il y a 10 ans. C'est voilà, sur une plage d'Italie. Vous n'avez pas changé, Jean. Mais je n'avais pas de chemise. Vous n'avez pas changé. Non, j'ai pas changé. changé. Il y a 2 sur 5 qui jouent le jeu, en fait. C'est ça. Mais ils ont bien joué le jeu. Alors, merci à vous deux, mais on va parler maintenant de l'actualité de la semaine, avec ce dégagisme ambiant, ce positionnement des grands formats, prêts pour les élections du mois de mai, qui pourtant ne sont que dans 4 mois. Alors que ce soit Didier Reynders, Bart De Wever, Yann Yambon, Benoît Ludgen ou Didier Gauzoin, cela a bougé ces derniers jours. Alors je vais vous demander à chacun si vous voyez un quelconque fil rouge là-dedans, dans ce dégagisme, ou s'il y a l'une ou l'autre personne qui a attiré votre attention. Christophe Ginisti. Alors, du point de vue de la communication, c'est de la prise de position. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un agenda, il y a des élections, donc on sait quand les élections vont avoir lieu. Donc, il faut se positionner maintenant. Et donc, il y a tout un tas de forces qui se concentrent autour de ce moment pour que tout le monde se positionne. Tout le monde dise « j'y vais pas », etc. C'est impératif que ça se passe maintenant. Si ça ne se passe pas maintenant, eh bien ça met en péril toutes les campagnes potentielles qui vont se dérouler. Donc c'est vraiment de la prise de position, c'est comment je vais essayer de préempter mon territoire ou le laisser vacant pour les autres. C'est vraiment de la stratégie et on est au temps zéro de la stratégie. On occupe le terrain. On occupe le terrain ou on le laisse libre à ses amis. Et vous, Issa Nawash, qu'est-ce que ça, finalement, évoque pour vous, tous ces gens qui annoncent déjà ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils ne vont pas faire? Oui. C'est vrai que c'est assez délicat, je trouve, quand un politicien annonce qu'il va s'arrêter, par exemple, le monde politique. On se demande si c'est un calcul, est-ce que c'est pour mieux préparer son retour une fois que les choses seront tassées. Mais finalement, on peut se dire aussi que ce sont des citoyens comme nous qui décident un jour de changer de carrière. Et finalement, c'est pas plus mal, je trouve, quand un politicien dit qu'il arrête. Moi, j'aime bien, en fait, j'avoue, quand ils arrêtent. Mais parce qu'en fait, ça permet justement, je trouve qu'à la limite, la vie politique ne devrait pas être une carrière en soi. Ça devrait être quelque chose qu'on fait, et puis on revient sur le terrain, on revit les choses comme un citoyen lambda, et puis on peut retourner après en politique. Et c'est vrai que quand je vois des personnes qui occupent le même poste pendant 20 ans, 30 ans, je me dis, bon... 40 ans. Oui, j'ai pas été jusque-là, mais voilà, j'irai au-dessus de 5 ans, j'aurai 6 ans pour suivre un peu. Ça suffit, 5-6 ans, ça suffit. Pour peut-être revenir après, mais au moins revivre un peu la vie d'un citoyen pour savoir, en fait, après mieux les représenter, quoi. Karim Fadoul. Oui, mais je disais 40 ans, mais c'est pas une blague. Didier Gauzoin, par exemple, qui a annoncé qu'il se retirait de la politique régionale et puis après de la politique communale, c'est 40 ans de mandat exécutif sans interruption, 42 ans de mandat exécutif sans interruption. On a même retrouvé une vieille interview de lui, échevin, sur un plateau de la RTBF en 82. Enfin, je sais pas, vous vous rendez compte, ça nous ramène à il y a très longtemps. Je rejoins aussi ce que dit Christophe. Prenons par exemple l'exemple de Ludgen qui a décidé de ne plus être président du CDH. C'est aussi un positionnement en vue des élections
parce que le CDH est en mauvaise position. Si le CDH s'effondre à nouveau aux prochaines élections, il pourrait dire, oui, c'est pas moi, c'est mon successeur, c'est lui qui a mené les troupes jusqu'aux élections, donc on ne pourra pas dire... En tout cas, les communales, c'est lui. Les communales, c'est lui, mais les régionales et les fédérales, ce ne sera pas lui, ce sera quelqu'un d'autre qui devra assumer. Non, effectivement, je me demande aussi à nouveau ce que ça va cacher, parce qu'il y a beaucoup des allers-retours, donc peut-être que dans les prochains mois, on va encore avoir une autre surprise de personnes qui ont finalement changé d'avis, parce que la politique, c'est vraiment trop dans leurs racines. Donc, bon, j'attends de voir, je suis très sceptique. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités, deux échevins en région bruxelloise. Et ils s'installent tous les deux, Vincent Van Allowen, qui est premier échevin à Schaerbeek, écolo, et Valentine Deloire à ses côtés, qui, elle, est échevine des finances à Uccle et secrétaire générale du MR. Alors, donc, vous avez suivi, vous avez entendu, vous avez suivi tout ce qui s'est passé pendant la semaine. Je vais vous proposer de reprendre un peu les cas les uns après les autres. Et on va commencer par le cas peut-être le plus ancien, c'est celui de Didier Reynders, donc, qui est candidat à un poste de secrétaire général au Conseil de l'Europe. Alors, Valentine Deloire, est-ce que vous allez dire, comme tous les maires, on est très fiers pour la Belgique, ou bien vous allez tenir un langage un peu moins langue de bois et dire peut-être c'est la place pour les jeunes, Didier Reynders ne doit pas se présenter premier à la Chambre. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est évidemment être très très fier, je pense, pour l'ensemble de la Belgique et du MR que quelqu'un comme Didier Reynders qui a apporté beaucoup à ce pays. Moi, je n'ai pas vu de communiqué du Premier ministre là-dessus. Pourquoi le Premier ministre devrait communiquer la fierté de la Belgique d'avoir un candidat belge. Je lui glisserai à l'oreille à l'occasion. Voilà, exactement. Par contre, effectivement, on sent bien qu'on est dans un cycle générationnel. Et les autres exemples évoqués le démontrent aussi. Je pense que ça s'est déjà passé par le passé et que les élections de mai précipitent un certain nombre de décisions et de positionnements. Et je me réjouis que ça puisse justement voir émerger des personnalités et une génération qui, à mon avis, aspire à pouvoir prendre des responsabilités. Dans un dessin du bus qui a été publié cette semaine, vous voyez Reynders qui quittait une Belgique qui coulait et qui allait finalement se sauver quelque part, un peu comme un réfugié qui trouve refuge au Conseil de l'Europe. Vincent Van Allowen, tous ces hommes politiques, pas spécialement Didier Reynders, mais qui s'en vont pour d'autres postes ailleurs, est-ce que c'est une manière de finalement dire la Belgique ne m'intéresse plus? Moi, je vais peut-être vous étonner, mais comme ma collègue, moi, je suis fier que si Didier Reynders s'est choisi à ce poste important, qui est une institution importante, qu'un Belge puisse présider à ses décisions. Moi, je trouve ça bien. Après, est-ce qu'il doit être candidat ou pas des élections quand on sait qu'on est déjà à moitié parti? Ça, c'est un choix qui lui appartient et qui appartient au MR. J'ai l'impression, moi, que les électeurs ne comprendraient pas très bien, mais bon, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires électorales internes du MR. Mais on peut, je crois, tous être fiers si jamais Didier Reynders devient président de cette institution, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, oui. Alors, est-ce que quand on se présente, est-ce qu'on doit se présenter pour un poste qu'on va exercer? Je prends l'exemple de Zakia Khattabi. Elle va se présenter à la Chambre, mais elle est candidate ministre-présidente à la région bruxelloise. Alors, Zakia, elle va se présenter devant tous les Bruxellois, ou si on se présente à la région ou à la Chambre, c'est la même chose. Et je crois que ces matières de prédilection, c'est la justice, c'est l'immigration, donc ce sont les matières fédérales. Elle a répondu à un journaliste, si Écolo était en position de prendre la ministre-présidence, est-ce que vous prendrez ses responsabilités? Il a dit oui. Je crois que si le même journaliste aurait dit et si Écolo était en position de prendre le ministère de la Justice, je crois qu'elle aurait dit aussi 4 fois oui. Voilà, après, je crois qu'il faut siéger là où on est élu, où on se présente, évidemment. Après, quand on est appelé à des fonctions ministérielles, il faut d'ailleurs, la loi n'oblige pas même d'être un élu pour être ministre. Et donc, on peut être amené à prendre des responsabilités à l'un ou l'autre niveau de pouvoir. Bon, même type de question pour vous, Valentine Deloire, parce que si on reprend le cas de Didier Reynders, s'il est désigné en juin comme secrétaire général, il ne pourra pas rester à la Chambre. Tout à fait. Moi, j'ai tendance à faire confiance en général à l'intelligence de l'électeur quand il est informé. Je pense que c'est ça, en fait, le centre du débat. Quand Zakia Khattabi dit qu'elle pourrait être intéressée par la ministre-présidente, elle a le mérite de la clarté, de la transparence dans d'éventuels objectifs. C'est la même chose pour Didier Reynders. Il n'a pas caché qu'il était candidat à cette haute fonction. Ça ne rend pas incompatible le fait de se présenter devant les électeurs et ça sera aux électeurs de dire si c'est
bien légitime, cette demande-là. Donc, gardons quand même encore ce respect-là du choix de l'électeur qui doit être éclairé, et ça signifie effectivement la transparence. Karim Fadoul. En 2012, lorsque Didier Reynders arrive à Uccle, en provenance de Liège, qu'il s'installe à Uccle, il y a des interviews bien évidemment où il explique son choix, et il déclare notamment, quand on lui demande s'il souhaite être ministre-président, en 2012, donc les élections c'est en 2014, il dit « j'y pense volontiers » par rapport au poste de bourgmestre, il dit « pourquoi pas ?» Il dit « pourquoi pas ?» Alors comment est-ce qu'on passe de « j'y pense volontiers » donc être ministre-président bruxellois, et 6 ans plus tard, vite je me taille, je vais au Conseil de l'Europe? D'abord, je pense que quand on fait de la politique, on aspire toujours à pouvoir assumer des responsabilités. Pas pour le plaisir de les assumer, mais bien parce qu'on est porté par des convictions et qu'on veut les mettre en œuvre. Mais quand il devient président de la régionale bruxelloise du MR, il y a aussi ça, c'est qu'on se dit, ok, c'est bon, c'est une figure très importante pour le MR sur le plan mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Je pense surtout qu'il y a une opportunité qui se crée, qui correspond aussi à son expérience en tant que ministre des Affaires étrangères. Et j'espère qu'on ne sera pas tous tenus et tributaires des propos qu'on a tenus 6 ans plus tôt, si d'aventure on a des ambitions on est d'accord. Mais en tout cas, en matière d'ambition et d'évolution personnelle, on peut évoluer de ce point de vue-là. Je trouve ça tout à fait respectable. On peut évoluer, en 6 ans, on peut évoluer. C'est certain. Vincent Van Aloen, il y a eu aussi l'annonce du côté de la NVA, donc ça c'est tout à fait autre chose, où Jan Jambon a dit « moi je serai le candidat Premier ministre » et Bart De Wever a dit « moi c'est ministre-président de la Flandre que je vise ». Est-ce que c'est déjà une vision de ce que pourrait devenir notre pays confédéralisé après mai 2019? Ça vous fait peur, ça? En tout cas, dans mon cœur, moi j'ai d'autres souhaits et pour la Flandre et pour le pays et pour le niveau fédéral. Oui, moi je ne crois pas qu'il faut continuellement faire la campagne autour de la NVA. Bon, il se positionne, chacun se positionnera. Peut-on espérer que le choix des électeurs flamands et le choix de la Belgique ne permettent pas cette configuration-là? Moi, c'est tout mon souhait, parce que je crois vraiment que ce parti est néfaste pour l'avenir de notre pays. C'est quand même un signal, cette annonce de la NVA, en disant Bart De Wever à la place d'Anvers ou d'une place de député où il ne vient jamais, choisi ministre-président. À nouveau, ça veut dire qu'on peut aussi évoluer et ne pas être cohérent nécessairement avec ce qu'on a dit par le passé. À titre personnel, si tous les candidats Premier ministre devenaient Premier ministre, ça se saurait. Donc ils se sont positionnés vis-à-vis... Et je parle en l'occurrence de Jan Jambon et d'autres. Mais surtout, ils se positionnent vis-à-vis d'un électorat flamand qui aura à s'exprimer à nouveau, comme on l'a évoqué pour les autres cas. Puis on sait qu'en Belgique, c'est parfois un petit peu plus compliqué que ça, malgré tout. Pour ce qui est de la région flamande, elle est dirigée actuellement, effectivement, avec un ministre-président NVA. Et ça a été parfois un partenaire et une entité fédérée constructive, et parfois moins. Et donc, on espère qu'en tout cas, on aura affaire à des interlocuteurs plus constructifs sur certains dossiers dont on parlera certainement un peu plus tard. Alors, Benoît Ludgen, maintenant. Valentine Delors, vous allez commencer là-dessus. Ça vous a surpris qu'un président de parti, comme ça, décide à 4 mois des élections de passer le relais à un autre, déjà pratiquement désigné? Oui, alors sur la désignation presque automatique, sans en passer par d'autres instances, je ne me commenterai pas, mais... Surpris, non, parce qu'on sait bien que quand on est à quelques mois d'échéances aussi importantes que celles qui viennent le 26 mai prochain, il y a des choix stratégiques qui doivent être posés, que le CDH a dû se poser, et c'est une des solutions qui a dû être trouvée en interne pour redynamiser sans doute les choses. Donc je ne vais pas dire surprise. Non. Vincent Van Aloen? Oui, surprise. Je ne m'y attendais pas. Ça fait, je trouve, un peu football panique. Quoique M. Ludgen en dit, c'est vrai que le CDH n'est pas dans de très bonnes dispositions. Et donc, voilà, on a un peu une impression de qu'est-ce qu'on fait pour occuper l'espace politique ou l'espace médiatique. Voilà, après, de nouveau, les affaires internes et les présidences des partis des uns et des autres, moi, ça m'intéresse peu. Alors, Christophe Génisty, tout ça est venu d'interviews dans la presse où pratiquement Benoît Ludgen a pris tout le monde de vitesse, même au sein de son propre parti. C'est une bonne manière de communiquer, ça, hein? Il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que c'est pas une bonne... Enfin, c'est une bonne manière de... Vous savez, organiser les fuites et feindre de n'avoir pas été responsable de la dite fuite est une stratégie de communication. Donc c'est peut-être aussi une façon de communiquer. Vous savez... Je ne pense pas que ces gens qui sont extrêmement expérimentés en termes de communication politique se fassent avoir aussi facilement que ça. Je pense que derrière ce type de fuite,
il y a une construction, il y a une intention, et il y a la volonté de laisser passer quelque chose. Je pense que ce qu'a dit Valentine tout à l'heure est important. C'est finalement, en termes de communication, l'important est que le lecteur soit éclairé. Et tout ce qui peut aller dans le sens de l'éclairage de l'électeur peut aller dans le sens de la démocratie. Alors parlons un peu de Didier Gauzoin maintenant, de celui qui finalement prend en quelque sorte une espèce de retraite. Vincent Van Aloen, est-ce que vous comprenez que Didier Gauzoin, après 42 ans de bons et loyaux services, ça fera 45 quand il arrêtera comme bourgmestre, s'occupe d'autre chose, d'un mouvement politique, comme il l'a dit d'ailleurs. Je crois qu'on a une période très particulière, peut-être une sorte de momentum. Je crois que pour différents facteurs, le fait que cette génération-là, Charles Piquet, Gauzoin, qui ont un peu fondé la région bruxelloise, arrive en fin de carrière. Moi, je ne lui souhaite que du meilleur s'il souhaite prendre sa retraite. Mais donc, la fin d'une certaine génération qui a fondé Bruxelles, la nécessaire parité sur les listes électorales, la fin du cumul, tout ça permet un certain renouvellement. Je crois que c'est très, très chouette en démocratie. On parlait tout à l'heure dans les coulisses du nouveau collège de la commune de Scarbeck qui s'est rajeuni, qui s'est féminisé. Ça donne un nouveau souffle, un nouvel élan. Moi, je trouve ça très, très agréable. Et je crois que c'est important aussi pour la démocratie. Vous parliez, madame, tout à l'heure qu'il ne faut pas faire toute une vie en politique et qu'il est important aussi un peu de retourner à la vie civile ou à la vie, même si on reste des citoyens. Comme Sarah Turine, par exemple. Comme Sarah Turine, comme d'autres, un peu dans tous les partis. Mais ça permet aussi le renouvellement et toutes les choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Fin des cumuls. Égalité homme-femme, la fin d'une génération, permet aussi dans tous les nouveaux collèges qu'on vient de voir, mais j'espère aussi demain dans les parlements, un renouvellement, une féminisation, un rajeunissement de la classe politique. Ça fait combien d'années que vous faites de la politique active, je dirais, avec un Moi, mandat je suis professionnel à Magritte depuis 6 ans, et donc je recommence combien de temps, vous croyez? C'est pas plus de mandat là, chez Écolono, statutairement, non? Alors, statutairement, c'est pas plus de mandat, vous avez raison, un peu de dérogation. Il y a beaucoup de dérogations. Moi, j'ai promis à ma femme que alors c'est bon. qu'elle serait partenaire de la décision dans 6 ans, parce que je crois que c'est aussi d'un point de vue familial. Non, ça ne veut pas dire, mais dans 6 ans, on avait dit tout à l'heure qu'on faisait attention à ce qu'on disait. Non, mais moi, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais envie. Je ne sais pas ce que j'aurais envie dans 6 ans. Tout à fait franchement, je pourrais arrêter ou je pourrais continuer. J'en discuterai d'abord avec ma femme et puis après avec mes collègues d'Écolo Scarbeck. C'est ça. Donc il n'y a pas encore de décision. Non, vraiment pas. Mais j'étais tout à fait sincère. Et vous, Valentine Deloire, est-ce que vous savez pendant combien de temps vous allez faire de la politique? C'est une question difficile parce qu'en fait, pour répondre aussi à la décision de Didier Gauzoin de se retirer de la politique... Vous pouvez répondre d'eux. Oui, je vais essayer en tout cas. En politique, il faut bien choisir le moment où on part, effectivement. Et certains n'ont pas réussi à choisir ce moment et d'autres ont décidé à leur place. C'est quelque chose que je voudrais éviter à titre personnel. Et par ailleurs, ça demande un feu, une ambition, une motivation, une énergie. On l'a dit, c'est un impact sur la vie familiale, etc. Et donc, je crois qu'il faut être sincère avec soi et au moment où on n'est plus animé par ce feu, pouvoir passer à autre chose. Pour le moment, je l'ai, ce feu, cette envie de m'investir. Pour le moment dans ma commune, qui sait à d'autres moments dans d'autres niveaux. Donc je ne me projette pas en me disant à telle date j'arrêterai, mais j'espère être toujours à l'écoute de mon ressenti et de ma motivation par rapport à ça. Issa Nawash, qu'est-ce que vous pensez de ces réponses? C'était vous qui avez finalement mis ça sur la table, qu'il faudrait peut-être passer de la société civile à la société politique. Oui, je trouve, parce que ça permet... Aujourd'hui, il y a toujours une déconnexion entre... on dit souvent que les jeunes ne comprennent rien en politique et qu'ils n'accrochent pas, que les politiques ne comprennent pas les jeunes. Et je trouve justement que le fait d'occuper après des fonctions vraiment sur le terrain, et quand je dis sur le terrain, c'est que ce soit dans l'associatif ou autre, ou même, pourquoi pas, dans le business, ça permet d'avoir une autre réalité, en fait, et de pas être... Enfin, j'ai l'impression que les personnes politiques
Et ils sont tout le temps en campagne, en fait. Et quelquefois, j'en parlais juste avant avec Madame la maquilleuse, on se disait, mais je me dis, les personnes qui font la politique, quand ils vont au théâtre, en fait, ils sont tout le temps occupés, en fait. Et j'ai l'impression que même pour eux, ça leur permettrait d'un peu... souffler, quoi. Oui, souffler. Ouais. Et est-ce que vous êtes tout le temps en représentation politique? C'est un peu ça, le terme. Est-ce que vous vous sentez comme ça, Vincent Van Allowen? Elle va être fâchée que je ne parle d'elle, mais en tout cas, quand moi je vais au restaurant avec ma femme, je quitte Scarbet, c'est très clair. Et vous, Valentine Deloire, c'est sur vous qui non, pas être dérangée. Pas du tout, et j'ai vraiment le sentiment d'être une citoyenne parmi d'autres, avec tous les tracas que ça peut engendrer, les soucis, et d'essayer de rester en connexion. Je crois que la fracture qui peut exister, c'est parfois sur la compréhension de la complexité d'un certain nombre de processus de décision. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. C'est pas par rapport au ressenti. Moi, je ressens tout à fait les difficultés des embouteillages, les difficultés d'inscription de mes enfants à l'école ou quoi que ce soit. Par contre, je sais à quel point, pour changer ça, le processus décisionnel est compliqué, et je comprends que le citoyen qui, lui, n'est pas dans ces processus, soit heurté, fâché, je sais pas quel est le bon mot, énervé. Par rapport, voilà, exactement, et que nous, on ait l'air résilient et d'accepter ça. Et donc là, effectivement, le changement a une vraie valeur. Alors parlons de l'étude que l'ULB a sortie ces derniers jours, une étude qui était commanditée par la région à l'occasion des 30 ans de la région Bruxelles-Capitale. C'est l'attachement des communes, l'attachement à la région. On se rend compte que l'attachement des communes, c'est plutôt chez les personnes qui sont présentes depuis longtemps, l'attachement à la région plutôt chez les nouveaux arrivants, chez les jeunes. C'est pas pour autant qu'on veut toucher aux limites des communes, on veut une clarification, comme l'explique la politologue Émilie Van Haute face à Jean-Christophe Peuzet, c'était dans Questions politiques lundi. Et on voit très clairement que dans les résultats de l'enquête, ce que les citoyens souhaitent attribuer au niveau centralisé, pour le moment à la région, ce sont toutes des compétences en termes de gestion d'infrastructures qui dépassent finalement les frontières communales actuelles. Et puis comme par exemple les équipements sportifs, on peut dire ça par exemple. Tout à fait. Et le maintien alors d'un niveau décentralisé qui lui serait plutôt le niveau auquel on fournit les services, et on a mentionné, c'est le niveau de contact pour tout ce qui est propreté, sécurité, agents de quartier, et aussi participation citoyenne. Donc là, on aurait cette solution qui se dessine, réforme qui se dessine de différenciation fonctionnelle plus claire qu'aujourd'hui où les deux niveaux s'interpénètrent. Alors, est-ce que ça vous a étonné, Valentine Deloire, ce genre de résultats? Non, je trouve que c'est des résultats pleins de bon sens. Et c'est réjouissant, d'ailleurs, de se dire que, justement, il y a du bon sens dans les propositions qui pourraient émaner, justement, de ce type d'études. Je crois qu'on est arrivé à un moment, alors est-ce qu'on pourra le faire dans la suite de ces élections-ci ou pas? On sait qu'en Belgique, rien n'est simple, mais je pense qu'on est arrivé à un moment de la vie de notre région où il va falloir se reposer un certain nombre de questions sur l'organisation entre les différents niveaux de pouvoir. En tant qu'échevin, c'est extrêmement frustrant de devoir répondre à nos habitants en disant « mais vous comprenez, c'est pas notre niveau de pouvoir ». C'est insupportable, et pour la personne d'entendre cette réponse, mais pour nous aussi de la formuler, parce qu'on voudrait pouvoir agir sur ce qui peut changer le quotidien des gens, et une meilleure répartition des responsabilités, parce que pour finir, quand personne n'est responsable, il y a pas grand-chose qui bouge. Donc effectivement, il y a des choses qui doivent être réorganisées, et ça nécessitera pas nécessairement une espèce de grand barnum institutionnel communautaire. Je pense qu'il y a moyen, et on l'a vu dans certaines compétences entre les communes et la région, moyen de peut-être ajuster un peu mieux la répartition des tâches. Il y avait une des questions notamment qui était sur est-ce qu'il faut garder les 19 communes ou est-ce qu'il faut fusionner. Et quand on regarde les résultats, là on voit quand même, c'est le statu quo qui est plutôt favorisé avec près de 55% pour garder les 19 communes. Vincent Van Allowen, c'est une vision très finalement conservatrice de la part des Bruxellois, interrogés en tout cas. En tout cas, moi je crois qu'il faut réfléchir sans tabou. Moi je ne suis pas un municipaliste parce que j'exerce un mandat local. J'ai plutôt une vision régionaliste de l'organisation et de la gouvernance de la région bruxelloise. On doit exercer le pouvoir, on doit exercer les compétences là où il est le plus utile pour la population et pour l'efficacité des politiques publiques.
il y a en tout cas dans le débat fusionner ou pas les communes, moi je crois que franchement qu'il faut en parler sans tabou, je crois que la pire des choses, ce serait la fusion où il ne resterait que 3 ou 4 grosses communes. On le voit très bien en termes, et beaucoup dans la législature passée, on voit très bien que la ville de Bruxelles a une masse critique, un budget à ce point-là important, et un territoire à ce point-là important qui devient un contre-pouvoir aux politiques régionales. Et ça, c'est tout à fait absurde. Les communes doivent être des partenaires de la région et pas le contraire. Même si avec le bourgmestre actuel, on sent un début de discours différent. Et donc, si vous avez demain 3 ou 4 grosses communes qui sont 3 ou 4 gros contre-pouvoirs au pouvoir régional, je crois que ça va vraiment dans le mauvais sens. À la limite, je préférerais une défusion de communes qu'une fusion. Les quartiers, par exemple. Oui, je trouve ça, quand on parle du contact citoyen, de la participation citoyenne, c'est sans doute au niveau d'un quartier, d'ailleurs, on le voit quand on fait de la concertation ou de la participation, on le fait plus à l'échelle du quartier qu'à l'échelle de la commune. Karim Fadou. Oui, mais enfin, on peut aussi poser la question de savoir est-ce qu'il faut encore maintenir des communes de la taille de Kuckelberg par exemple ou Saint-Josse, des communes que vous traversez en 5-10 minutes à pied. Alors certes, elles comptent entre 20 000 et 30 000 habitants, mais est-ce qu'elles ont encore une raison d'être? Saint-Josse est déjà un peu adossé à Schaerbeek dans la zone de police. Kuckelberg est adossé à Molenbeek. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir à cela? Des propositions ont été faites dans ce sens, pas par des spécialistes, par des politiques eux-mêmes. Exactement. Valentine Deloire, là vous n'êtes pas contre ça. Ah non, je pense que c'est dans le redécoupage bien pensé, et je rejoins tout à fait Vincent sur la dynamique de quartier, qui est une dynamique qui est très très importante, mais effectivement, en termes de rationalisation, il y a un redécoupage qui doit être pensé. Je pense que des gens comme Boris Diliès ou Gauthier Callum l'ont proposé en leur temps. Certains chez nous, OMR, s'y étaient opposés. Je pense que c'est un conservatisme qui n'a aucun sens à l'heure actuelle. Issa Naoué. Je pense que c'est intéressant d'avoir fait ce genre d'études, mais après, je ne sais pas si on comprend ou pas quand on pose à un citoyen, est-ce qu'on fusionne une commune, concrètement, qu'est-ce que ça change en fait? Et donc, du coup, par défaut, moi, si on pose la question, je vais dire, non, pourquoi on va fusionner la commune, qu'est-ce que ça va rapporter? Parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, moi, là où je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit, c'est la question de la participation citoyenne. Donc, je vous donne un exemple concret. La semaine passée, je vois la bourgmestre Moreau, donc de Molenbeek, et on discute de notre projet. Et elle me dit, moi, j'aimerais bien investir, mais je n'ai pas ce genre de fonds. Donc, il faut que j'aille toquer au niveau du fédéral. Et finalement, on avait le même discours avec la précédente bourgmestre, Madame Sketmans, où on peut avoir une volonté au niveau local et connaître le besoin local et savoir que, ce projet, il nécessite des fonds. Mais les communes n'ont pas assez de moyens et finalement, on doit toquer au fédéral qui ne connaît pas la réalité du terrain de cette commune-là. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait plus de gouvernement fédéral et seulement des communes. Bien sûr qu'il en faut, mais à partir du moment, je pense que c'est surtout tous les budgets qui sont liés à la participation citoyenne. Et ça devrait beaucoup plus être géré au niveau local. Oui. Aurore Pénois. Moi, je pensais peut-être à un des exemples. Alors, c'est un parallélisme, mais vous savez, ce petit outil qui s'appelle Fix My Street, où vous entrez par une seule porte et après, derrière, des petites mains s'organisent de bien dispatcher. Peut-être qu'un Fix My Street pourrait être appliqué à d'autres domaines qui posent souvent problème et dont les réponses sont non, c'est pas nous, c'est la région, non, c'est pas nous. Finalement, c'est pas le problème du citoyen, ça. C'est de la tuyauterie. Voilà. Exactement. C'est de la tuyauterie, c'est tout à fait vrai. Et que ce barrage que représente le fait de devoir trouver le bon interlocuteur, c'est là où il y a effectivement, dans le chef du citoyen, un ras-le-bol tout à fait compréhensible. Alors vient un moment difficile et compliqué pour nos invités, c'est quand je pose les questions transparencia. Valentine Deloire, on va commencer par vous. Les élus et maires au Parlement bruxellois ont toujours demandé qu'il y ait un ordre du jour du gouvernement et c'est pas toujours possible. Mais on se rend compte qu'à Uccle, l'ordre du jour, il n'est pas publié non plus. Du collège? Oui, du collège. Oui, c'est exact, il n'est pas publié. Et il ne le sera jamais? Alors ça, il ne faut pas dire ça. Moi, je pense qu'on peut tout à fait y réfléchir. C'est pas du tout une difficulté. Sans doute que les dossiers de personnel ou avec des matières contentieuses, c'est peut-être pas adéquat. Mais par contre, évidemment... vous seriez favorable à ce que... Moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai pas de difficulté et je peux même m'engager devant vous à en parler à mes collègues dès le prochain collège. Attention, ça aussi c'est filmé. Oui, bien sûr. Je sais où je suis. Très bien. Vincent Van Allowen, c'est un peu plus délicat parce que les gens, je crois, de Transparencia doivent vous poursuivre depuis pas mal de temps sur une histoire de diplôme inexistant ou qu'on vous avait demandé au Parlement de prouver en fonction d'un certain niveau de diplôme et que vous n'aviez pas... donné au Parlement. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur ce
il y a beaucoup demande. Il y a beaucoup de désinformation dans ce qu'a dit Transparencia. Il y a une chose qui est juste, c'est quand j'étais engagé à mi-temps comme secrétaire politique au Parlement en 2004, j'ai pendant 8 mois, je n'avais pas encore terminé mon mémoire, donc je n'avais pas encore fini mon cursus universitaire, ce qui est chose évidemment faite depuis. Oui. Alors ils ont parlé de détournement de sommes complètement ahurissantes. Oui, que vous auriez donc été payé plus cher puisque vous n'aviez pas le titre. Et donc moi je peux montrer à tout le monde qui veut, aux personnes de Transparencia, à tout journaliste, que mon avertissement est très drôle. J'avais à ce moment-là un salaire brut de 28 000 euros par an, ce qui je ne crois pas être un salaire totalement exorbitant. Voilà, entre-temps j'ai terminé mon mémoire, bien heureusement, et donc voilà, je ne sais pas, Transparencia revient avec cette histoire vieille de 15 ans. Voilà, vous avez pu en tout cas expliquer de manière... Et je me tiens à disposition de quiconque pour montrer l'ensemble, en toute transparence, l'ensemble de... J'ose croire qu'en matière de démocratie, ma question avait plus de mérite et plus de sens que la suivante. Oui, toutes les questions sont légitimes. Exactement, voilà, et c'est les réponses qui sont importantes, et on les a entendues toutes les deux. On va passer à nos têtes d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actu. Vous en choisissez une qui vous inspire, en bien ou en mal, comme vous voulez. On commence par vous, Vincent Van Allowen. Je vais vous proposer Elena Castro-Suarez, la jolie anversoise devenue Miss Belgique. Ou sinon, l'humaniste polonais Pavel Adamovich, maire de Gdansk, poignardé par un déséquilibré. Hans Van Aken, le joueur du Football Club de Bruges, soulier d'or. Ou alors Roméo Elvis, qui a lancé une pétition pour remplacer les bouteilles d'eau par des gourdes à l'école. Alors, qui choisissez-vous? Elena Castro, Pavel, Hans ou Roméo? Ah, question piège. Je vais choisir l'humaniste polonais de Gdańsk. J'adore cette ville. J'y suis allé en famille il y a quelques années. Et puis ça rappelle aussi sans doute la difficulté que parfois entre certaines élites et la population qui peut arriver dans des cas extrêmes, et on touche du bois qu'on connaît très peu ça en Belgique, dans des cas de violence extrême. Je crois qu'on doit tous être, comme humanistes et comme démocrates, très attentifs à une certaine évolution de la violence dans nos sociétés. Surtout dans un pays où le gouvernement est particulièrement aussi violent. Donc Pavel Adamovich était un opposant en l'occurrence. Alors vous, Valentine Deloire, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Elliot, le candidat belge à l'Eurovision. Ce sera en Israël et il est made in the voice. Melinka Koukam, le conseiller communal NVA. Oula, on va trop vite. Raaf Al-Kaoun, qui a fui l'Arabie Saoudite pour émigrer au Canada, ou Sanne Khan, 10 fois championne du monde, non, de Belgique, de cyclocross. Donc je reprends Elliot, qui a fait The Voice et qui sera à l'Eurovision, Melinka Koukam, le conseiller communal NVA, qui trafiquait des visas humanitaires et que l'on dit proche de Theo Franken, et Raaf Al-Koud, qui a donc fui l'Arabie Saoudite pour fuir sa famille et les persécutions, et on l'a accepté comme réfugié au Canada, et donc Sanne Khan, la championne de cyclocross. Alors, qui choisissez-vous? On ne peut pas en choisir 2? Non. J'aurais bien choisi les 2 femmes. Mais il faut en choisir une. Je dois en choisir une. Je vais choisir la jeune femme qui a émigré au Canada. Donc, Raaf. Oui, parce que voilà, ça démontre la force, le courage quand on est dans des situations extrêmement périlleuses pour sa vie et pour ses proches. Et je crois que ça doit être salué. Est-ce que la Belgique, parce que je vais faire un lien, est-ce que la Belgique n'aurait pas pu proposer aussi de recevoir Raaf? Parce que le Canada est assez courageusement... humanitaire, comme vous avez pu le lire, hein, mais j'ai évité de donner de la publicité à un autre personnage. Oui. Donc oui, ça aurait été tout à fait possible. Et donc ça aurait été l'occasion effectivement d'avoir un visa humanitaire. Et vous auriez choisi qui parmi ces 4 personnes, Vincent Van Allowen, puisque vous étiez en train de réfléchir. Non, je réfléchissais, mais je crois que j'aurais pris exactement le même choix. Oui. Et vous, sur les 4 premières photos de Vincent Van Allowen? Alors j'aurais pris dans l'autre sens, j'aurais pris Miss Belgique pour la féliciter et en même temps regretter que ce genre de choses existent encore à l'heure actuelle. Vous êtes pour la suppression de Miss Belgique? Je ne suis pas une grande fan, on va dire. Je n'ai pas regardé, en tout cas, si c'est la question. Eh bien, justement, on va voir un peu ce qui vous a énervé pendant la semaine. Je vous propose 5 choses qui sont susceptibles de vous avoir énervé. On va commencer par vous, Valentine Deloire. Kuckelberg ne veut pas du cirque. Netflix qui va augmenter ses prix. Ribéry qui se paye un steak en or. Les TLM dans les réunions de concertation ou le Brexit proche du no deal. Les TLM, je vais expliquer, en fait, c'est dans l'émission Questions politiques
il y avait une échevine MR qui était là, de Boisfort, je crois, et qui nous a expliqué que dans les réunions de concertation, il y avait souvent des gens qu'on appelait les TLM, c'est-à-dire toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes qui viennent aux réunions de concertation. Voilà. Donc l'explication je trouve que cette formule est une jolie formule, aussi belle que les NIMBY, donc les Never in My Backyard, les TLM dans les réunions. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous énerve dans cette liste-là? Et Vincent Van Allohen, vous direz ça aussi sur la même liste, hein, vous n'aurez pas d'autres listes. Alors, qu'est-ce qui vous énerve là-dedans, Valentine Delvoye? Je vais prendre une problématique plus bruxelloise avec Kuckelberg qui ne veut pas du cirque. Pas tant sur la décision en tant que telle, je n'en connais pas les tenants et les aboutissants, et je respecte la décision d'un collège qui certainement a tenu compte d'un certain nombre d'éléments. Mais manifestement, il n'y a pas du tout eu de concertation. Et donc, de nouveau, on est dans une situation où il y a des projets qui ont été montés, un engagement associatif fort, et ces gens se retrouvent du jour au lendemain avec une décision qui tombe, pas voix au chapitre, pour essayer de voir si d'autres solutions peuvent être trouvées. Et de nouveau, c'est pas la décision en tant que telle que je critique, mais bien le processus décisionnel. C'est chaque fois qu'on fait ça, on éloigne un peu plus le citoyen du processus politique, et c'est regrettable. Uccle pourrait accueillir le cirque? Ah, peut-être, à la place du stade de hockey. Vincent Van Allohen, vous, alors, dans ces 5 énervements... moi, je vais choisir les TLM. Non pas que c'est les TLM qui m'énervent. Loin de là. Parce que vous aimez bien les TLM. On ne peut quand même pas reprocher à les gens de prendre part à la gestion de notre commune. Par contre, ce qui m'énerve, et si vous avez une formule magique, je suis preneur, c'est qu'il est vrai, dans les processus de participation, nous n'avons pas encore trouvé la formule idéale qui garantit la représentation de l'ensemble de la population. Et ça, c'est un vrai problème, parce que souvent on prend des décisions après un processus de participation. C'est évidemment essentiel, il faut continuer, mais il ne faut pas se voiler la face. Nous n'avons pas encore trouvé la recette miracle qui garantit la meilleure représentativité de l'ensemble de la population. Et donc ça, c'est vrai que ça m'énerve. Alors, quand même, on n'est pas que négatif ici. Donc, je vous propose 5 choses qui peuvent vous ravir ou vous ébahir. D'abord, le tatouage qui entre dans le calcul de l'indice. Bouba et Caris qui ne se battront pas au Palais 12. Un parti citoyen qui rassemble des listes citoyennes. La rave party dans le tunnel La Porte de Halle. La SAPCA qui installe 15 000 m² de panneaux solaires. Alors, Vincent Van Allohen, c'est vous qui choisissez d'abord. C'est même pas très vache. La SAPCA qui installe 15 000 m² de panneaux solaires, c'est une bonne nouvelle. On a lancé ça depuis longtemps sur nos toitures dans la commune de Schaerbeek, et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut accentuer. On parlera tout à l'heure de cette génération climat qui sont dans les rues aujourd'hui, et je crois que ça ne peut que nous réjouir de voir que la région enfin prend le train de l'avenir et des énergies renouvelables. Très bien. Et vous, Valentine Delvoye? On va se réurir que Boubka et Caris cherchent un autre lieu. Bouba. J'aurais dû réviser mes classiques. Boubka, c'est de la perche. Oui, c'est que je connais mieux d'ailleurs. Donc oui, non, c'est certain qu'on ne peut que se réjouir que ce genre de cinéma n'ait pas lieu. Ça aurait été vraiment regrettable. Eh bien, puisque Vincent Van Allohen essaie de faire mon métier à ma place, on va donc parler des jeunes manifestants du climat. C'était jeudi, pour la 2e fois, et cette fois, des francophones ont rejoint des néerlandophones, et notre équipe de reportage était là. Aurélie Van Welt et Yannick Van Gasbeek étaient au milieu de ces jeunes manifestants. Depuis tôt ce matin, Zoé et ses amis dessinent et bricolent sur des classeurs, un support pour le moins symbolique. C'est vraiment les écoliers qui parlent. Mais c'est les écoliers qui parlent, je suis désolée, c'est vraiment ça le message. Mon slogan, c'est « Ce qui risque d'arriver a déjà commencé », tout simplement parce que c'est le cas en fait. Beaucoup de gens pensent que on peut retarder encore à demain les problèmes écologiques, sauf que dans le fond, ça existe déjà. Toute la matinée, ces élèves de Réto à l'Institut de la Vierge Fidèle à Schaerbeek ont brossé les cours pour participer à une manifestation, une marche afin de réclamer une politique climatique plus ambitieuse. C'est hyper important parce que en fait, c'est un peu notre avenir qui est en jeu. Quand on se rend compte en fait que c'est des jeunes de secondaire qui se mobilisent aujourd'hui pour le climat, ça a beaucoup plus d'impact. C'était pas une petite occasion aussi pour brosser les cours? Non, moi c'est pas mon genre en tout cas de sécher, et là c'est vraiment la première fois que je fais ça. On va pas s'amuser, on va se marcher pour une cause importante. Donc. Une fois les pancartes terminées, direction Gare Centrale où une manifestation du même type avait déjà été organisée la semaine dernière. En effet, un appel à faire l'école buissonnière tous les jeudis a été lancé par 2 étudiantes flamandes.
Le dimanche, on est à la maison, on fait rien, tandis que pendant la semaine, on est actif et tout. Et là, je pense que c'est un bon moyen de rassembler tous les jeunes et de manifester, quoi. Je pense pas que je vais le faire toutes les semaines parce que ça veut dire aussi des paires de cours et je pense qu'on est trop grand que pour perdre des cours. Mais oui, avec grand plaisir, si ça aboutit vraiment et qu'on ait plus de 5000 jeunes qui participent, alors oui, évidemment qu'on viendra parce que c'est l'effet de masse qui prouve qu'on est présent aujourd'hui. Peu avant 10h30, le groupe s'est joint aux 12 000 autres élèves présents en ville avant de retourner cet après-midi sur les bancs de l'école. Alors Issa Naouache, ça vous énerve ou ça vous ravit ? Ah, j'adore, moi je trouve ça excellent. Je trouve ça juste magnifique, cette mobilisation citoyenne. On critique souvent les jeunes en disant qu'ils sont passifs, qu'ils sont mous, qu'ils prennent pas les choses en main. Là, ils nous montrent qu'ils ont quelque chose à dire. Ils ont aussi l'esprit critique de pouvoir challenger ce que les aînés ont fait et font toujours. Aussi, ils brossent les cours, mais c'est l'équivalent de la grève, je dirais, pour les adultes. Donc, si c'est permis pour les adultes de faire la grève, c'est leur façon aussi de faire grève et de protester. Et je trouve qu'au niveau, justement, de l'autodétermination, c'est juste excellent. Moi, j'adore, je soutiens. Après, je dis pas qu'ils doivent brosser les cours tous les jeudis. C'est vrai que c'est quand même important de pouvoir suivre leurs cours et qu'ils ne perdent pas ça. Mais la mobilisation qu'ils font, elle est inouïe. Et le fait, en plus, que ça réunit les Flamands et les francophones, moi, je trouve ça aussi génial. C'est l'unité du pays. Et voilà. Et pourquoi pas installer, en fait, au sein du système scolaire, des journées citoyennes où les jeunes puissent inscrire ce genre d'action dans le cadre de ces journées-là, en fait. Européen. Non, je trouve ça plutôt bien. Et puis j'ai vu que pas mal d'écoles, en plus, récupéraient, entre guillemets, à la fois pour les cours de sciences, pour des cours de citoyenneté. Et alors j'en profite pour rappeler, puisque jusqu'au 3 février, le Conseil de la jeunesse, en fait, recherche 3 représentants jeunes, moins de 30 ans en l'occurrence, pour être soit délégués jeunesse, soit délégués développement durable, ou soit délégués climat, et partir à l'ONU, en fait, avec leur représentation belge. C'est à la fois hyper intéressant, il y a moyen de faire bouger les choses et pour l'avoir fait, je le conseille. Inscrivez-vous. Alors Valentine Delouard, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Comme mère de famille aussi. Voilà. Alors, mes enfants sont trop petits pour être encore dans la manifestation, même si demain, ils ont une grande sensibilité à ces problématiques-là. Donc c'est, je pense, réjouissant. C'est vraiment le mot, de voir que des jeunes prennent leurs responsabilités, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'ils vont porter un message auquel on ne peut pas être sourd. Et je ne tomberai pas dans la logique d'expliquer tout ce qui est déjà fait, parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais quand autant de personnes, parce qu'ici on parle de 12 000, il y a eu une marche plutôt en décembre aussi sur cette problématique-là, c'est bien parce que ce qui est mis en place n'est pas encore suffisant. C'est un cri d'alerte à nous, à pouvoir trouver les solutions, et ça je pense que c'est entre guillemets le plus difficile pour pouvoir justement assurer une viabilité à notre planète, mais le tout dans une transition juste. Et donc, il y a aussi cette dynamique-là qu'on ressent chez les jeunes en disant il y a une urgence et vous devez prendre en compte la réalité de tout le monde. Donc, moi, ça me réjouit plutôt. Vous aussi, je suppose, Vincent Van Allowen. Est-ce que ce sont tous des futurs électeurs écolos, ça ? C'est très sérieusement là, en l'occurrence. Franchement, l'enjeu et l'avenir de la planète dépasse très, très, très largement les résultats électoraux du Parti écolo. Moi, ça... 2 impressions, ça m'a ému très franchement et impressionné aussi de voir cette maturité. Moi je n'ai pas l'impression que j'étais aussi mature comme ça d'enjeux fondamentaux à leur âge, et en tout cas ils brossent peut-être des cours, mais il n'y a presque plus besoin de cours de citoyenneté avec des enfants comme ça. C'est quel magnifique exemple ils nous donnent, et quelle claque aussi à la classe politique tout entière, parce qu'en fait ils nous disent arrêtez avec vos petits jeux, arrêtez avec vos échéances électorales, prenez des décisions courageuses, peut-être impopulaires, parce que c'est de notre avenir qu'il s'agit. C'est ça qu'ils nous disent et c'est ça qu'il faut entendre, je crois, toute la classe politique, indépendamment de nos jeux partisans. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Karim Fadou, il y a un peu de récupération aussi. Oui, bien évidemment, enfin tous les partis politiques on en parlait, enfin écolo en premier, puisque forcément on est dans le même business. Le PTB dans la Le PTB également. Il y avait même Dries Van Langeloven de Silden Vrienden qui a été conspué par certains jeunes. C'est dire si le mouvement est récupéré. Parce que parmi ces jeunes-là, et ce sera encore plus vrai si ce mouvement s'amplifie, vous avez aussi certainement des primo-votants qui vont peut-être voter pour la première fois aux prochaines élections. Et puis derrière tout ça, moi, je vais faire une comparaison, même si comparaison n'est pas raison, mais il y a un peu de gilet jaune là-dedans dans le côté on est anti-système. On se permet même de brosser les cours, donc d'être anti-système scolaire, pour pouvoir aller dire, nous on pense d'abord à ça.
Et c'est plus important. C'est même plus important que d'aller à l'école. Voilà. Et je pense qu'il faut aussi retenir ça. Christophe Génisty. Alors c'est très réjouissant évidemment, mais ça c'est la première lecture, c'est très réjouissant, on est tous contents de voir les jeunes, mais en même temps c'est totalement navrant de se dire que, parce que ça nous renvoie à nous une image qui est terrible, de se dire que les gamins sont obligés, se sentent obligés d'aller manifester comme ça parce que la société ne fait rien depuis des années. C'est totalement navrant. Moi je vois ça, quand je vois ça, alors évidemment il y a le côté paternel de père que je suis qui dit c'est bien, ils prennent leurs responsabilités, mais il y a immédiatement un autre côté qui me renvoie un miroir à la société, à ma génération, qui est un miroir extrêmement accablant et très désolant. Ben justement, parlons-en. On va parler du salon de l'auto et du diesel. Transition. Oui, c'est une merveilleuse transition. Je vous remercie, vous participez très bien aujourd'hui tous. Alors, on parle évidemment des nouveautés, comme d'habitude, mais on parle aussi beaucoup de motorisation à la mode, économique, et bientôt celles qui seront interdites comme le diesel. Certains estiment même qu'ils n'arriveront pas à s'en passer, ils ne voient pas comment ils y arriveront. C'est le cas des bus et des cars. Reportage Cyprien Houdemont et Béatrice Broutou. Vu leur taille et leur capacité de transport, les bus et autocars roulent très souvent au diesel. Si la STIB a investi dans une trentaine de bus hybrides ou électriques, les transports bruxellois sont encore loin du 100% zéro émission. D'ici 2030, la STIB ne pourra que acheter des véhicules zéro émission. Et il y a aussi les bus et autocars privés. La zone de basse émission aurait déjà coûté 100 millions d'euros au secteur. Et si l'interdiction du diesel est effective en 2030, ce coût sera multiplié. C'est un coût très considérable parce que là, nos entrepreneurs bus et autocars, ils vont alors devoir acheter de nouveaux bus électriques à ce moment-là. Mais alors se pose aussi la question, qu'est-ce qu'on va faire avec les autocars parce qu'il n'y a pas encore de technologie adaptée justement, il n'y a pas encore d'autocars électriques. Le changement ne peut pas se faire en un jour. Il serait impossible de remplacer autant de véhicules sur du court terme par des alternatives crédibles aujourd'hui. La technologie ne semble donc pas suivre pour l'instant pour ce qui est des autocars. Et faut-il encore que l'impact écologique de ces nouveaux systèmes ne soit pas un autre gouffre pour l'environnement? Ce sont toutes ces questions qui sont analysées pour l'instant par Bruxelles Environnement. On consulte des parties prenantes, notamment les pouvoirs publics, les communes, mais aussi le secteur des associations, des industries, des entreprises, pour voir justement comment on va faire ça. Et notamment pour certaines catégories de véhicules comme les bus, les autocars ou aussi les camionnettes, les camions. On veut voir est-ce que la technologie est prête et aussi quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en place. La révolution écologique semble encore difficile pour ce qui est des bus et autocars. Un premier rapport sera mis sur la table dès le mois de février. Christophe Génisty. Le rôle du politique, c'est de prendre des décisions. Et le rôle des opérateurs comme ça, c'est de s'adapter à ces décisions. Si à chaque fois, et quelles que soient les décisions que vous allez prendre, en tant que responsable politique, vous allez toujours être confronté à des gens qui disent « Attention, c'est pas possible ». À un moment donné, il faut y aller. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il faut transformer l'empreinte écologique, énergétique, cesser ces émissions qui sont polluantes et qui sont extrêmement néfastes pour la santé. Et tant pis si les gens se disent un petit peu décontenancés à ne pas savoir comment ils vont pouvoir s'adapter, eh bien, il faut qu'ils se débrouillent, il faut que ça passe et il faut qu'on arrive à ce type de transition. Et s'il n'y a pas de volonté politique, s'il n'y a pas d'impulsion politique forte, eh bien, ça ne se passera jamais, on le voit là. Dans 12 ans, qu'est-ce qui se passera, Vincent Van Allowen? Parce qu'on voit qu'il y en a encore plein, je pense, à la ville de Bruxelles, là, ils achètent des bus diesel. Ici, la STIB dit qu'il y aura quand même des dérogations, certainement, parce qu'ils n'arriveront pas à changer tout leur parc. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Il faut que la communauté scientifique se mette en mouvement, il faut que la recherche des industries se mette en mouvement, et elle ne se mettra en mouvement que parce qu'il y a des décisions telles qu'elles sont prises, elles se mettront en mouvement parce que ces décisions-là sont prises. On parlait de climat tout à l'heure, l'absence, ou en tout cas le fait qu'on n'ait plus de diesel dans nos villes dans quelques années est moins une question de climat qu'une question de santé publique. Parce que le diesel, la grande problématique, c'est les particules fines qui donnent de l'asthme et qui s'installent dans les bronches. Et là, je crois que la qualité de l'air en ville est sans doute l'enjeu sanitaire mais de demain, mais c'est une bombe à retardement si on ne prend pas des décisions rapides et courageuses.
voilà, on parlait tout à l'heure, ces jeunes qui nous demandent de prendre des décisions rapidement et courageusement. Je crois que ces décisions-là en font partie. Je le dis d'autant plus que ce n'est pas mon parti, qui l'a décidé, mais je soutiens parfaitement ce genre. Vous le faites, par exemple, le parc automobile. Donc à Scarbeck, nous n'achetons plus de diesel. Oui, mais en 2030, est-ce qu'il y aura encore des diesel? Donc on déclasse tous les ans des véhicules pour se conformer aux règles. Ça coûte de l'argent. Mais on les déclasse, on n'achète plus de diesel, sauf, il est vrai, par exemple, nous n'avons pas trouvé des camions compacteurs Vous savez que les camions ne sont pas concernés. Oui, mais s'il y avait de l'essence ou de l'électrique, on le ferait, même si pour aller plus loin que la législation. Mais sinon, c'est plus de diesel et on déclasse pour se conformer, bien entendu, aux législations. Et vous, avec Valentine Deloy? Alors, on en a évidemment encore. On fait le choix chaque fois qu'il est possible dans les remplacements, évidemment, de ne pas prendre le diesel. Mais comme le dit très bien Vincent, il y a des circonstances dans lesquelles on n'a pas d'autre choix que cela. Pour revenir sur la question de savoir si la meilleure façon d'avancer n'est pas justement de se fixer un objectif ferme, mais oui, certainement. Mais ça ne suffit pas. Donc il faut se fixer cet objectif et puis après, il faut mettre en place les moyens nécessaires pour les atteindre. On ne peut pas juste répondre à une société d'autocaristes, ça sera comme ça et trek du plan. Ça ne fonctionne pas. Il faut penser à des mesures d'accompagnement pour que ça soit soutenable et tenable parce qu'on doit pouvoir, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de transition juste, c'est qu'on ne peut pas créer, entre guillemets, deux sociétés, celle qui est prête à aller très très loin et puis laisser tous les autres, entre guillemets, un peu sur le bord du chemin. Donc il faut pouvoir penser aussi à des mesures d'accompagnement autour de ça. Ça aura à terme, malgré tout, aussi un avantage, je pense, c'est dire le vrai coût des choses. Et donc à un moment, s'il y a des répercussions financières, c'est aussi se rendre compte dans nos choix de consommation de ce que ça opère. Mais à nouveau, là aussi, transition juste. Tout le monde n'a pas la même liberté de choix, donc je pense qu'on doit être attentif à ça. Alors, rapidement, un tour de table sur le salon de l'auto. Aurore Pénois. Je n'ai pas de voiture, ça ne va pas changer. Oui, voilà, vous n'irez toujours pas au salon de l'auto. Et vous, Karine Fadoul? Non, ce qui m'intéresse en plus depuis quelques temps, c'est véritablement le véhicule électrique, mais entre le haut de gamme, type, on va pas faire de pub, mais type Tesla, très très cher, et les constructeurs qui n'en proposent, traditionnels qui n'en proposent pas beaucoup de modèles, c'est très compliqué. Ça commence. Mais très compliqué. Mais c'est tout aussi coûteux qu'un véhicule traditionnel, si pas plus. Et même en termes de pratico-pratique et d'usage, l'un dans l'autre, au bout de l'année, vous arrivez quasiment au même coût. Donc voilà. En tout cas, à BX1, c'est ça qui peut être. Nos voitures de reportage sont électriques et on vient de les changer maintenant après 4 ans. Non, c'est les nouvelles. C'est la même bagnole, mais c'est nouvelle. Et alors, elles sont avec des meilleures batteries. On voit que ça évolue. C'est un investissement. Voilà. Mais quand on regarde, moi, ce que je m'interroge plutôt, c'est au niveau de la fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a un employé et qu'on veut une voiture de société, et j'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas longtemps pour choisir sa nouvelle voiture de société, donc le concessionnaire pousse en disant bon, il faut prendre une essence, parce que bientôt, voilà, il faut se déplacer. Et puis quand on dit ok, quel est mon ATN, donc l'avantage en nature qui se retrouve sur la fiche de paye en fait de l'employé, on se rend compte qu'il y a une différence de 30 € environ net. En tout cas pour ce véhicule-là, entre le modèle diesel et le modèle essence. Il va prendre le diesel. Pourquoi il va payer 30 € en plus sachant qu'aussi au niveau de l'écologie, je crois que pour les personnes qui se disent de toute façon, oui, mais l'essence, ça émet plus de CO2, alors c'est pas grave, je prends la diesel. Christophe Génisty, très rapidement. Très rapidement, j'invite tout le monde à se renseigner sur l'électrique, parce que l'électrique n'est pas aussi bon pour la planète et qu'on veut le penser. Les batteries utilisent des métaux rares, la production d'un véhicule électrique est beaucoup plus chère, etc. Donc l'électrique, c'est pas le nirvana encore. Non, le nirvana, on ne sait pas s'il existe. On va passer maintenant à nos coups de cœur. Et on commence par vous, Christophe, et un livre, en fait. Oui, un livre qui vous invite à développer votre intuition. Et c'est une découverte que j'ai faite l'année dernière, c'est développer votre intuition. L'intuition, ça se développe. C'est un livre coécrit par Alexis Champion et Marie-Estelle Couval, et qui propose des techniques pour développer l'intuition. C'est fascinant, c'est très intéressant, c'est très pratique, et ça vous permet d'être plus en contact avec les fondamentaux et à vous permettre de gérer un petit peu mieux
vos décisions. Et mon intuition me dit que c'est maintenant Issane qui va nous parler d'une conférence. Voilà, donc c'est une conférence qui est organisée par le collectif Les Cannelles, qui est un collectif féministe et féminin, qui vise à mettre en avant en fait des profils de la diversité, donc un peu s'approprier aussi les sphères du féminisme qui sont aujourd'hui beaucoup trop mainstream, si je peux dire ça comme ça. Et donc l'idée de cette conférence, ce serait de parler de la gestion du temps. Donc comment est-ce qu'on gère notre temps en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'artiste. Et donc nous avons choisi 4 profils très différents. Ça se passera à l'épicerie. Chez vous. À l'épicerie chez nous, donc oui, à Molenbeek. Oui. Et donc c'est une scène aussi exclusivement féminine qui est assez rare. On a plus l'habitude d'avoir des scènes plutôt masculines. Et il y aura aussi des performances artistiques aussi féminines par des femmes. Oui, complet. Et on reste à Molenbeek avec vous, Karim Fadoul. Oui, plutôt un coup de chapeau qui m'a été soufflé très judicieusement avant l'émission. Et mais ceci étant, c'est important. Voilà, c'est effectivement cette histoire de cet enfant qui a été sauvé des eaux dans le canal de Bruxelles, sauvé par des jeunes qui ont été le repêcher. Et donc voilà, tout ça pour dire que on a des héros du commun dans notre ville qui très régulièrement font preuve d'actes civiques, quoi, des citoyens. Très bien. Et vous, Aurore Pénois, un autre héros, le tram. Mais oui, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le conseille chaleureusement. En plus, il y a encore des décorations de Noël. La tram expérience. C'était ça les photos sur Instagram. Voilà. Oui, c'est pas. Ah si, c'est celui-là. La tram expérience. Et alors le petit bon plan. Il se fait que ce mois-ci, Arsène 50, qui est l'organisme qui propose de découvrir des expériences culturelles à moitié prix, propose aussi le tram à moitié prix. Et donc, si vous n'avez pas tout dépensé au solde, c'est peut-être l'occasion d'aller faire une bonne bouffe dans un tram. Comme c'est une bouffe de qualité, c'est assez cher, donc ça vaut effectivement la peine s'il y a des soldes. Et alors vous, je vais vous demander à tous les deux aussi, si vous avez une petite idée, quelque chose à faire à Scarbeck, par exemple, Vincent Van der Looyen. Allez, je vais aller un peu partisan. Ce soir, donc samedi soir, il y a les vœux d'écolo Groen à Scarbeck. Voilà. Pas bon, ça, c'est pas sûr. Sinon, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Sinon, c'est début de l'hiver, le parc Josaphat qui est toujours aussi beau, à qui je vais prendre plaisir à aller me balader ce week-end. Et le parc de Wolvendam, voilà, par exemple. On sera par télépathie, chacun dans nos parcs. Bruxelles a cette richesse-là d'avoir de beaux parcs et effectivement, par ce temps-ci, des beaux paysages, donc certainement au parc du Wolvendam. Alors je voudrais vous présenter rapidement un court essai passionnant sur le populisme aux États-Unis. Cette démagogie politique n'a pas commencé avec Trump, elle est inhérente un peu à l'État américain. Du populisme, il y en a eu à gauche et à droite. C'est écrit par Jérôme Jamin, ça s'appelle Le populisme aux États-Unis, un regard pour l'Europe. C'est paru aux éditions Liberté, j'écris ton nom. Alors merci à tous, invités et experts. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre expert. Bon week-end.